Bonjour Max Olom, Bonjour. bienvenue sur Big Media, bienvenue sur la Big Story. Tu es un journaliste, réalisateur et producteur français, tu es issu de Sciences Po et tu as un profil à la croisée du documentaire, des réseaux sociaux et des nouveaux formats narratifs. Tu t'es fait remarquer avec des formats hybrides qui mêlent immersion, récit intime et lecture sociétale, notamment autour de la jeunesse. Tu as travaillé dans des médias comme Radio France ou Les Napoléons avant de fonder ton propre studio de production, Studio POV. Ton documentaire High School Radical, diffusé sur Arte, explore la jeunesse américaine trumpiste à travers une approche très incarnée. À l'heure actuelle, tu es dans une phase un peu de structuration entrepreneuriale autour de ton activité, donc autour de Studio POV. Et ton travail, notamment sur la jeunesse américaine, te permet de te positionner dans un espace stratégique, celui des documentaires qui sont capables à la fois de vivre en télévision, sur YouTube et sur les médias sociaux. Donc la première question que j'aurais pour toi, c'est tu appartiens à une génération qui brouille les frontières entre journalisme, réalisation, création de contenu et entrepreneuriat. Aujourd'hui, comment tu fais preuve de culot pour refuser en fait toutes ces cases? C'est une très bonne question. C'est pas quelque chose que je stratégise d'une certaine manière. J'avais le choix typiquement quand j'ai été diplômé de soit rester travailler dans un média traditionnel à Radio France ou d'essayer quelque chose d'un peu plus funky, on va dire, en partant travailler avec un youtubeur qui s'appelle Gaspard G. Et c'est vrai que la raison aurait dû être de rester à Radio France, qui est une grande maison, respectée, très sérieuse et où il y a des perspectives de l'évolution. Et en même temps, j'étais assez excité par l'émergence justement de cette créateur économie, de construire un modèle avec Gaspard qui n'existait pas vraiment, de construire une chaîne YouTube de A à Z et tous les choix qui ont découlé de cette décision-là. Finalement, entre médias tradis ou nouveaux médias, quand je suis sorti d'école, elles ont suivi cette voie-là de choisir toujours le chemin de traverse, le pas de côté, et que ce soit d'ailleurs dans des décisions professionnelles, purement business ou même éditoriales. Là, la série dont tu parlais, c'est du vlog sur Arte, c'était quelque chose d'assez innovant pour eux. Et donc c'est toujours... Alors moi, j'ai l'impression de chercher aussi souvent le chemin de traverse parce que je trouve qu'il l'emmène vers des endroits un peu plus intéressants, plus nouveaux, plus innovants, que de suivre un peu le chemin préétabli. Ouais. On va parler donc de ton documentaire High School Radical qui est diffusé sur Arte. Tu choisis de traiter de sujets très, très exposés politiquement, socialement, avec toujours un focus sur la jeunesse. Première question, c'est pourquoi selon toi c'est le rôle des créateurs de contenu de parler de ces sujets sensibles? Est-ce que tu penses que vis-à-vis de la jeunesse, des profils comme le tien peuvent être des facilitateurs de compréhension de ce qui se passe politiquement et socialement? Je ne sais pas si c'est le rôle des créateurs de contenu au sens large. En tout cas, c'est celui que moi je me donne à travers mon travail, qui est d'avoir envie d'éclairer ce qui se passe et ce qu'on vit en ce moment à l'échelle mondiale, que ce soit au sujet politique, écologique, économique, militaire même, mais de le faire à travers le prisme des choses qui me concernent, qui concernent aussi ma communauté. Et puisqu'on est plus ou moins de la même génération, le faire en racontant le monde à travers les destins de jeunes qui nous ressemblent et qui vivent une bascule, qu'elle soit militaire en Ukraine, politique aux États-Unis, ça permet une meilleure identification, de s'immerger aussi un peu plus dans le terrain, de comprendre peut-être un peu mieux que ce qui se passe par exemple en Ukraine, plutôt que quand on entend un flash info qui dit 4 bombes ont explosé à tel endroit, c'est des choses qui sont assez abstraites, alors que là, dans la façon que j'ai de travailler, j'ai l'impression d'aller à la rencontre vraiment de destin et par l'incarnation qu'eux vont avoir dans mon travail, on s'identifie aussi à eux, on les comprend peut-être mieux, on comprend un peu mieux la situation sur place. Et ça me paraît, c'est même pas que ça me paraît important, c'est juste ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie de proposer aux audiences. Donc voilà. Très bien. Toujours à propos de ce documentaire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la façon dont un profil comme le tien, donc issu de la créateur économie, collabore avec des plateformes comme Arte? Parce que ce documentaire, il est diffusé sur Arte. Ouais. De quelle manière, donc d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue de la création et d'un point de vue de la production avec des plateformes plus traditionnelles, comment tout ça en fait ça fonctionne? Voilà. Eh ben écoute, ça a démarré un peu par un hasard. J'étais dans un festival de documentaires justement où je présentais un
un autre documentaire sur les jeunes qui font la fête en Ukraine. Et puis il se trouve que les équipes d'Arte étaient là, on s'est rencontrés et ils m'ont demandé quel était mon prochain projet. Et c'est vrai qu'à la base, cette série, elle était destinée à finir sur ma chaîne YouTube uniquement. Là, on est en cross-post entre ma chaîne YouTube et celle d'Arte. Et en fait, je leur ai pitché l'idée, je leur ai dit que je partais 2 mois plus tard. Ils m'ont dit que ça les intéressait vachement. C'est vrai que ça a été challengeant parce que Arte, qui est une grosse maison, qui est aussi le service public, ils ont forcément des process un peu plus lourds que les miens, qui sont en fait, je me lève, j'ai une idée et je pars. Ce qui n'est pas le cas, et parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent public, et encore heureux. Mais donc il a fallu un peu s'adapter. Finalement, moi je suis parti tourner sans avoir finalement l'accord d'Arte de base, parce que voilà, les commissions prennent un peu de temps. Et ensuite on a travaillé ensemble, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que ils ont une ouverture d'esprit totale, justement. Ils sont venus me chercher aussi pour ce que je faisais, c'est-à-dire que c'est code YouTube, c'est ce ton créateur que j'avais. Ils n'ont pas essayé de me faire rentrer dans un moule ou dans un cadre, ils n'avaient pas un cahier des charges très précis sur ce qu'ils voulaient. Ils m'ont accompagné à pousser justement mon écriture, ma signature. Et ça a été un vrai plaisir. Et puis après, en termes d'opérationnel, on va dire, oui, ils se sont adaptés. Moi, je me suis adapté aussi à leur façon de travailler. Voilà, c'était 2 mondes qui se sont rencontrés, mais au bon endroit. Très bien. On va parler de ta présence à Cannes, donc, qui s'ouvre évidemment à l'économie des créateurs. Comment un profil comme le tien, plus hybride, est-il perçu ici ? Très bonne question. Moi, j'ai l'impression qu'il est très bien perçu parce que je suis assez bien reçu. Non, mais c'est un endroit intéressant parce que c'est la première fois que je viens. Une de mes grandes références par rapport à mon travail, c'est Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, donc qui avait reçu la Palme d'Or ici à Cannes. Et il y a de temps en temps des documentaires assez coup de poing qui émergent dans ce festival. Et donc déjà, c'est un honneur d'être là. Et puis c'est aussi pour moi une manière de rencontrer pas mal de gens, des distributeurs, des producteurs, des productrices dont je connais le travail depuis longtemps. Mais que je ne rencontre pas ailleurs, et qui permet aussi de faire émerger de nouvelles idées, des nouveaux formats. Là en ce moment je suis beaucoup sur du documentaire, sur du récit, du réel, mais il y a aussi peut-être des envies de fiction à un moment, et c'est vrai que c'est un endroit qui permet de faire réfléchir en tout cas à toutes ces thématiques-là, à comment est-ce que de toute façon, j'ai l'impression que je me suis un peu engagé dans un métier où je raconte le monde d'une certaine manière, mais on peut le raconter en fiction, en documentaire, en podcast, en ce qu'on veut. Et donc c'est plutôt intéressant, et moi j'ai l'impression que j'ai la chance d'avoir eu en effet cette série sur Arte qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc qui a bien marché, donc les gens me reconnaissent ou savent qui je suis, et donc c'est facile aussi d'avoir accès à des profils intéressants qui peuvent avoir aussi une posture de mentorat en quelque sorte. Ouais. Et ça c'est hyper précieux. Ouais. Ton écriture emprunte beaucoup au code des réseaux sociaux et notamment de YouTube. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment qu'on assiste à une nouvelle génération du cinéma documentaire qui est plus incarné, plus communautaire, quelque part plus entrepreneurial aussi, avec vraiment des personnes qui incarnent et qui portent, comme un entrepreneur porte son entreprise. Son projet. Oui, complètement. Alors l'écriture, elle est totalement, je ne sais même pas si c'est emprunté au code YouTube, c'est les codes YouTube, c'est les vlogs d'août de Léna version Arte, quoi, en vrai, hein. C'est un peu ça que j'avais pitché moi à Arte au début, et oui, il y a complètement cet héritage. Moi j'ai l'impression que ça fait peut-être 10-15 ans qu'on voit les youtubeurs, les youtubeuses, surtout côté lifestyle, divertissement, nous publier des vlogs un peu tout le temps. Et donc les audiences ont aussi été habituées à ce format-là, à ce ton, à cette proximité avec l'audience. Et moi j'ai grandi avec ces codes-là, donc c'était aussi ma langue naturelle, on va dire, d'expression. Et puis en fait, je me suis dit que ce serait intéressant d'appliquer ces codes-là à une démarche documentaire et journalistique, parce que finalement la force du vlog, c'est la proximité et le rapport direct entre le spectateur et l'incarnant ou son sujet. Et je trouve qu'il y a quand même, tout le monde le dit, mais il y a quand même une grosse crise de confiance envers les journalistes, envers les médias aujourd'hui. Et le vlog permet aussi de supprimer le plus de barrières possibles entre le terrain et le spectateur. C'est vrai que moi, quand je travaille, je suis obsédé par comment est-ce que je mets le moins de distance entre mon spectateur et mon sujet pour qu'il puisse se sentir vraiment immergé, qu'il puisse avoir confiance en ce que je lui montre. Et les codes du vlog particulièrement permettent ça.
Oui, oui. Est-ce que tu dirais qu'en fait, un créateur indépendant, donc en enlevant ces barrières entre le message et le public, peut toucher davantage notamment de jeunes qu'un grand média? Est-ce que tu penses que finalement, tous ces codes de YouTube changent la manière de penser le journalisme, changent la manière de faire de l'impact? Totalement. Totalement, et j'ai en tête l'exemple de Charlotte Vautier, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle OK Charlotte, qui a fait un docu sur les sans-abri à Charles de Gaulle, l'aéroport, qui a fait, je crois, 3,5 millions, enfin quelque chose qui a été énorme en termes d'impact. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un avantage, on va dire, aux jeunes créateurs, créatrices, jeunes journalistes qui se lancent sur les réseaux parce qu'eux ont l'expertise des codes des réseaux. Que d'autres médias peut-être plus tradis ont un peu moins, ils y arrivent aussi, hein. Il y a des grands succès, Le Monde ça fonctionne super bien, Le Parisien aussi sur YouTube c'est vraiment bien foutu, mais en tout cas j'ai l'impression qu'au-delà des codes, c'est aussi la dynamique créateur-créatrice, c'est-à-dire identifier une personne qui a des sujets, qui va les explorer, qui le fait avec une certaine sincérité et une démarche cohérente de A à Z, et j'ai l'impression qu'on suit aussi des parcours en même temps qu'on suit des documentaires, etc. Mais on suit aussi des personnalités qui ont un regard, qui ont une vision, qui va être déclinée dans plusieurs formats, dans en effet du podcast, du doc, des TikTok, etc. Mais il y a aussi un côté, on suit l'aventure personnelle en plus du journaliste, et ça je pense que ça fait partie des nouveaux codes de consommation des contenus qui sont vachement influencés par justement l'incarnation, l'ère de l'incarnation dans laquelle on est. Oui, totalement. Alors, dans ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de moments où tu as fait preuve de culot. Typiquement, le fait de suivre Gaspard Jay plutôt que de rester dans les médias traditionnels, le fait de partir dans le clan trumpiste pour comprendre en fait cette jeunesse et essayer de le comprendre sans jugement, mais et j'ai l'impression que voilà, tu veux aussi aller vers d'autres formats d'écriture, tu parlais potentiellement de fiction, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments dans ton parcours où tu as fait preuve de culot. Pour toi, qu'est-ce que le culot dans ce secteur de l'économie des créateurs et du cinéma? Comment on fait preuve de culot dans ces secteurs? Il y a un truc assez intéressant, je trouve, dans cette bulle, parce qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant encore, mais il y a une énergie de tout est possible. Et je pense que le culot, si c'est ça, c'est peut-être aussi le fait d'avoir un objectif, exemple faire un documentaire, exemple faire une fiction, exemple faire un podcast, je ne sais quoi, sans forcément savoir comment y aller, comment on va faire, comment ça va fonctionner, mais en y allant quand même en se disant ok, de toute façon j'ai confiance, et je trouve qu'on est un peu porté aussi par une sorte d'énergie, la commune qu'il y a dans ce milieu-là où, voilà, je parlais de Charlotte, mais Charles Villa aussi qui vient de faire un doc incroyable, qui a fait une tournée dans tous les cinémas de France quasiment, qui a été, voilà, l'impression que chacun a son projet qui fonctionne vachement, et donc ça donne aussi une confiance. Mais moi quand je suis arrivé chez Gaspard, l'objectif c'était de créer une chaîne YouTube et de l'amener assez loin. On avait l'objectif, on savait pas comment y aller, et puis en fait on y a été à tâtons. Donc pareil, quand j'ai commencé à travailler avec Arte, je savais pas du tout ce que ça allait donner, et pourtant on a réussi à faire peut-être un truc assez chouette, et donc le culot pour moi ça serait plutôt de se dire ok, j'ai l'objectif en vue, je vois le haut de la montagne, je ne sais absolument pas par quel chemin je vais passer, mais j'y vais quand même parce que j'ai confiance en moi et au fait que j'arriverai au sommet. Très bien. Et enfin, si tu devais pitcher le futur des médias et du documentaire à un investisseur croisé à Cannes, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question. Je lui dirais, est-ce que vous avez envie de financer des projets qui auront une résonance beaucoup plus importante que les projets que vous financez actuellement? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une explosion en termes d'usage, en termes de consommation de contenu, de documentaires, sur les réseaux sociaux, comparé à ce qui se passe par exemple en télévision. Donc en effet, les investisseurs, je pense que c'est aussi un bon signal. Et puis on voit d'ailleurs de plus en plus d'investisseurs, alors que ce soit des sociétés, voire même des mécènes ou des privés, s'intéresser aussi à nos travaux. Alors après, nous on a aussi une posture qui est que
En termes de financement, c'est un peu, il faut qu'on fasse attention justement parce que on a la chance d'être indépendant. Et justement, il y a plein de personnes qui font le même métier que moi, qui sont parties de rédaction et qui en étaient un peu dégoûtées justement suite au rachat par des milliardaires, etc. Donc là, on a cette chance de pouvoir être indépendant. Mais en tout cas, je lui dirais que c'est l'avenir. Merci beaucoup Max Lelhomme. Merci beaucoup. Et bon Avec festival plaisir. de Cannes. Merci, toi aussi.